Oui, il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population qui n'est pas bon pour la population française. Et que nous sommes effectivement dans une situation gravissime, notre pays est en danger. Ce genre de phrases reviennent en permanence dans les médias ou pendant les campagnes présidentielles, alors que la part d'immigrés en France ne constitue que 10,3% de la population totale. Au passage, elle est d'ailleurs inférieure à celle de pays comme l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique ou encore le Canada. Aujourd'hui, le débat public sur l'immigration est dominé par les questions identitaires, sécuritaires, des politiques de chiffres, des propos outranciers et xénophobes. Le laxisme migratoire, il aboutit à des drames. Et tous les jours, on voit dans notre pays, c'est vrai, des faits tout aussi violents les uns que les autres, qui ont un lien direct avec l'immigration. Les politiques actuelles oublient les humains, causent des souffrances immenses et surtout des non-sens. Pourtant, au début de la crise migratoire de 2016, nombreuses sont les personnes qui ont montré qu'il était possible d'accueillir autrement. Des personnes qui ont changé leur vie et inventé une nouvelle forme de solidarité. Cédric Herrou en fait partie. Ce paysan français est devenu le symbole de l'aide aux exilés, après avoir été arrêté et poursuivi en justice pour avoir secouru femmes, hommes et enfants qui traversaient la frontière franco-italienne. Il s'est retrouvé dans la lumière pour avoir combattu la notion de délit de solidarité devant la justice française. Depuis, il a accueilli plus de 2500 migrants et a monté une communauté, Emmaüs Roya. En juin 2021, j'étais partie pour Blast tourner un reportage chez Cédric Herrou dans la Roya pour raconter la reconstruction de la vallée après la tempête Alex. Et Caroline Dembois avait filmé un entretien avec lui. Aujourd'hui, c'est Cédric Herrou qui est à Paris, sur le plateau de Blast, pour parler de son combat de désobéissance civile, de l'actualité et de l'utopie qu'il est en train de construire dans sa vallée. Emmaüs Roya, une utopie capable de résister. Cédric Herrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes paysan, agriculteur de formation, mais vous êtes surtout une des figures de la désobéissance civile en France. Vous êtes connu pour votre mobilisation pour l'accueil des migrants dans la vallée de la Roya. Donc, pour résumer rapidement un petit peu pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, donc dès 2016, vous êtes venu en aide aux migrants qui traversaient la frontière franco-italienne. Vous en avez hébergé chez vous. Et pour ces simples faits, vous avez été victime d'un véritable acharnement judiciaire. En mars 2021, vous avez définitivement été relaxé au nom du principe de fraternité, après 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 5 procès et 5 ans de lutte. Et aujourd'hui, vous publiez un essai, Une terre commune, aux éditions du Seuil, pour raconter l'utopie réelle que vous avez construite à plusieurs dans la vallée de la Roya avec Emmaüs Roya, qui est la seule communauté Emmaüs à vivre de l'activité agricole et qui accueille des personnes excluées dans la précarité de façon inconditionnelle. Pour commencer, je vais vous poser une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cet essai un peu plus de 2 ans après Change ton monde, qui racontait déjà votre combat? Quels sont les messages que vous vouliez faire passer aujourd'hui, justement? J'écoute plus beaucoup la radio, je regarde pas la télé, mais le peu du temps où j'écoute la radio, j'entends que des messages de haine, j'entends une stigmatisation sur les étrangers, sur les précaires, et j'avais besoin en fait et envie de faire un autre écho à notre discours et d'incarner aussi qui sont ces gens en fait, qui sont ces gens qui sont là, qui sont étrangères, qui sont sans papier, qui ont des OQTF, qui sont à la rue, qui sont ces gens, et de montrer en fait qu'il y a une alternative aussi à ce qu'on appelle l'intégration, etc., et qu'il y a des alternatives qui existent, des petites alternatives, et j'ai voulu en parler quoi, tout simplement. Ouais. Oui, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'en fait, quand on parle de migrants, c'est comme si on parlait d'une masse un peu uniforme, alors qu'en fait, derrière cette appellation-là, il y a des âges différents, il y a des histoires différentes qu'on a tendance à oublier aussi, en fait. Il y a une sorte de déshumanisation, quoi. Moi, ça me fait peur, en fait. Je vous dis honnêtement, je sais plus trop comment... Enfin, ce que j'ai envie de faire, en fait, de par Emmaüs Roya, c'est pour ça aussi qu'on l'a créé, c'est de montrer, en fait, qu'il y a des alternatives qui existent. Je sais pas, d'être influent un peu. On a envie, en fait, de faire changer, en fait, un peu les esprits, les idées. Mais j'ai une impression assez triste que les gens sont considérés en race, quoi. Et souvent, j'ai parlé de racisme d'État, de la violence, en fait, qu'on s'est pris dans la gueule dans la vallée de la Roya, qu'on a vu le double standard avec les Ukrainiens et par exemple, les Érythréens qui ont la même religion. Et il y a cette notion de race, et qu'on différencie les individus et qu'on les cloisonne, en fait, avec la race. C'est difficile de faire marche arrière et de créer de l'empathie. Et parce que quand je suis à Paris, par exemple,
On voit la richesse mêlée à la pauvreté, et il n'y a plus de possibilité d'empathie en fait face à ces gens qui dorment dehors, parce que ces personnes sont dans des conditions complètement misérables et je crois que le cerveau humain n'arrive plus en fait à être empathique. C'est comme par exemple ces gens qui arrivent d'Afrique et qui traversent la Méditerranée, qu'on voit qu'il y a un pays, une Europe entière qui empêche des bateaux d'accoster sur les ports. On voit ces articles qui se multiplient avec des chiffres complètement délirants, et finalement, au bout d'un moment, c'est comme si on perdait notre sensibilité en fait à tout ça, notre capacité. On l'a perdu, je crois qu'on l'a vraiment perdu et qu'on n'arrive pas à concevoir et à se mettre à la place de ces gens en fait. Et est-ce que c'est une notion de race ou pas, je sais pas. En tout cas, ça m'inquiète. C'est pour ça que j'ai envie aussi, avec ce genre de bouquin, d'expliquer ce qui se passe à Emmaüs Roya. Parce que là, je suis là avec vous, mais en ce moment, il y a des gens qui sont là à la ferme et qui sont en autonomie et qui font vivre en fait ce projet associatif et qui ont pris en fait possession de ce projet associatif, qui sont engagés. Qui construisent. Emmaüs Roya, c'est pas que de l'accueil de personnes en migration, c'est aussi des valeurs paysannes, de l'agriculture bio, du vivre ensemble. Et c'est des gens qui participent à tout ça, quoi, et qui sont même exemplaires, enfin, je trouve, dans la société pour. J'en suis assez fier d'Emmaüs Roya, moi, je suis assez fier des gens qui y sont, et j'ai envie de le partager, quoi. Alors, si on rembobine un peu, ce qui est assez fou, c'est que vous dites dans ce livre, justement, que vous êtes installé il y a 20 ans dans la vallée de la Roya pour être libre et heureux. Et pourtant, c'est justement là que vous vous êtes heurté à la brutalité, à la violence de l'État, et que vous avez été témoin, dès 2016, de cette violence qui s'est déployée à la fois contre les personnes en migration et les personnes qui les aidaient. Et vous écrivez « Nous, habitants de la Roya, nous savions plus ce qui était légal ou pas. Alors nous avons fait ce qui nous semblait juste et nous l'avons fait en désobéissant. » Donc vous êtes devenu militant, malgré vous, avec d'autres personnes. Pour vous, qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment vous expliquez ça? Et comment on explique justement par rapport à ce que vous disiez avant, que c'est pas évident pour tout le monde, d'une certaine manière, de s'engager comme ça face à une situation qui est de façon assez évidente injuste, en fait? De s'engager, ça fait peur. Mais au moins, il y a deux peurs en fait, qui se mettent face à nous. Il y a la peur en fait, de la lâcheté, donc de ne plus aider des gens parce qu'ils sont noirs, hein, clairement. C'est que, moi, jeune, j'ai fait beaucoup d'autostop, énormément, et je me suis toujours dit que quand je serai grand, quand j'aurai une voiture, je m'arrêterai systématiquement. Et là, dans la Roya, on nous dit en fait que quand tu vois des noirs, etc., ou des têtes d'étrangers, tu t'arrêtes plus. Mais moi, je suis né dans un quartier populaire et je suis né au milieu de personnes avec des gueules d'étrangères, quoi. Et là, je me suis dit, je m'arrête plus parce que j'ai peur d'être en procès, parce que c'est interdit. Et surtout, on savait pas ce que ça voulait dire, en fait. Est-ce qu'on a le droit d'héberger? Est-ce qu'on a le droit de conseiller? Est-ce qu'on a le droit de donner à manger? Est-ce qu'on a le droit de transporter? On sait pas. Et du coup, j'ai fait un peu comme tout le monde, honnêtement. J'ai fait comme tout le monde et je me suis pas arrêté, quoi. Et je prenais pas les gens en stop. Jusqu'à un jour, en fait, il y avait nécessité de le faire. Il y a une famille qui est là en bord de route. Je m'arrête, je les emmène à la maison parce qu'il n'y a pas de train, c'est la nuit. Le lendemain matin, je les emmène à la gare de Bray-sur-Roya. Elles se font contrôler la gare d'après. Le papa m'appelle, etc. Où tu es, etc. Machin. Il est à Vintimille, dans une église. Donc Vintimille, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment à 20 minutes de route de la vallée de la Roya. Ça fait partie de la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, elle est franco-italienne. En haut, c'est français. Le bas, c'est italien. Donc je descends voir peu mécaniquement, je descends voir cette famille que j'ai aidée et je découvre en fait ce que veut dire le rétablissement des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, en fait, que la France depuis Paris dit de la vallée de la Roya, en fait, ce sera vraiment coupé en deux, ce territoire qui était unique, hein. Et je découvre en fait tout ça et je me dis c'est pas possible de voir ces gamins complètement perdus. Parce qu'on entend à la télé mineurs isolés, etc. Mineurs isolés, à force de le dire, de l'entendre, machin, ça veut plus rien dire en fait. On ne sait pas ce que ça veut dire. Un mineur isolé, c'est un gamin qui a 14 ans et qui est seul dans la rue, au milieu de passeurs, et qui ne sait pas où aller, et c'est des gamins qui ont et qui est d'autant plus exposé aussi au trafic. Des femmes qui sont seules, pas que les femmes sont moins fortes que les hommes, c'est pas ça, mais sont beaucoup plus cibles, avec des réseaux de prostitution. Et là, on a ça dans cette vallée, puis surtout une vallée qui m'a servi moi d'auberge en fait, parce que ce monde en fait de la ville, de la violence, du salariat, de cette violence aussi du travail en fait incarné par moi j'ai trouvé le travail violent. C'est pas que je ne travaille pas, j'ai une activité, je travaille beaucoup, mais le monde du salariat c'est quelque chose qui me convenait pas et je me suis réfugié dans la Roya pour être tranquille, pour être apaisé en fait et dans un monde de douceur, quoi. Ça paraît naïf, mais en tout cas c'était mon. Et là d'un coup il y en a la violence en fait qui vient dans la Roya. Et la violence du monde, en fait, c'est... Vous dites rien de nous préparer à la violence du monde dans le livre. Ah ben voilà. Non, mais c'est bien que vous vous autocitez. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que vous évoquez aussi
justement le fait que tout ça n'est pas binaire. C'est-à-dire que vous parlez des gendarmes qui vous envoient des messages de soutien anonymement, qui laissent les personnes venir à leur ferme, à votre ferme, qui parfois même les guident jusqu'à votre ferme. Et vous parlez de l'un d'eux qui vous confie, derrière l'uniforme se cachent des êtres en désaccord avec les ordres. Donc d'une certaine manière, vous dénoncez pas les individus, mais vous dénoncez les structures qui émettent ces ordres injustes, en fait. Oui, mais en fait, ce qu'il faut en fait, c'est voir et comprendre, c'est qu'il y a une réalité de terrain, en fait. C'est que c'est clair que dans les médias, on va être pour ou contre, en fait, cette lecture un peu binaire. Est-ce que tu es pour les migrants ou est-ce que tu es contre les migrants un peu? Tu préfères le rose ou le bleu? C'est un peu pareil. Ouais, vous dites que dans la vallée, à ce moment-là, c'était pour ou contre Cédric Herrou aussi. Voilà, c'était pour ou contre Cédric Herrou. Mais après, la question de la migration, même je vais revenir sur ce côté, c'est pour ou contre Cédric Herrou. Ce qui était intéressant, c'est que les méchants, c'était plus les migrants, c'était Cédric Herrou. Ou le gentil, c'était Cédric Herrou. Et pendant les élections législatives, on disait plus contre même le Rassemblement national, l'extrême droite, parlait plus de anti-migrants. Ils étaient anti-Herrou. C'est quand même une réussite, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des directives ministérielles. La migration est gérée par le ministère de l'Intérieur. Les directives sont données au préfet. Le préfet doit appliquer de façon légale les directives politiques du ministère de l'Intérieur. Mais sauf que des fois, les directives, elles peuvent pas être appliquées légalement, donc elles sont appliquées illégalement, comme il se passe toujours, d'ailleurs, pour la gestion de la frontière franco-italienne. Et on a des policiers qui se retrouvent confrontés à ça. Et on leur prouve par A plus B, surtout on leur prouve grâce aux condamnations au tribunal administratif des actions en fait, de la police ordonnées par le préfet. Et les policiers et gendarmes comprennent en fait que leurs actions sont complètement illégales. Et moi, je suis quelqu'un de courtois avec les gens, et courtois donc avec les gendarmes, avec la police, les bénévoles qui viennent à la maison. Les directives, c'est de dire pas d'anti-flic de base, etc. Ton côté ACAB, tu l'oublies. Là, on vit dans le même endroit et on vit ensemble dans le même endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gendarmes qui habitent là, c'est des gens en famille, ils ont des enfants, ils emmènent leurs gamins à l'école, ils vont faire leurs courses dans le petit magasin local, là où on se croise dans la boulangerie. En fait, on vit ensemble. Et on n'est pas en ville, on est dans un endroit, on est à la campagne, en réalité dans un village de 2000 habitants. Et du coup, se créent des liens entre nous et les gendarmes, et des liens de bon sens, en fait. Et souvent, en fait, il faut se mettre à la place d'un gendarme. Un gendarme, on est lundi, soir, la nuit, il va choper un gamin de 14 ans, il va l'emmener à la PAF, police des aires des frontières. La police des aires des frontières vont le dégager en Italie à 26 000. Le lendemain, le gamin remonte. Le même gendarme prend ce même gamin, et à un moment, le gendarme me dit « mais c'est n'importe quoi, il marche la nuit tout seul, il a 14 ans, il devrait être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ». Et à un moment, le gamin, ce qu'il fait, il le prend, il dit « regarde, tu vois la montagne, là, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Cédric, et tu vas le voir, il va t'aider ». Et le policier le met là, et ça se passe bien. Et ce qui est dingue, c'est que le lendemain, nous, on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et l'ASE appelle les gendarmes, il fait « oui, Cédric Herrou a reçu un gamin chez lui, et il faudra que vous mettiez en place une prise en charge pour les mineurs isolés, etc., avec le département des Alpes-Maritimes ». Et le gendarme, il dit « mais c'est quoi ce truc ?» Comme pour les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile dans la vallée de la Roya, il va dans la vallée de la Roya, les flics l'attrapent, le dégagent en Italie, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous, et là, on arrive à prouver, en fait, que c'est un demandeur d'asile, et là, en fait, sa demande est prise en compte. Et le gendarme, là, au milieu de tout ça, il se dit quoi? Il se dit, mais c'est quand même, c'est pas possible. Il y a des expériences comme ça, on en a eu plein. Il y a un moment, par exemple, pendant 2 ans... Vous parlez aussi de la politique du chiffre, en fait. C'est la politique du chiffre, et aussi, il y a eu... aussi de prouver que quelque chose est fait, donc on note des chiffres, et on note plusieurs fois la même personne, en fait, dans ces chiffres-là. Oui. Mais c'est pour ça que les chiffres qu'on a, là, c'est 45 000 personnes par an, en fait, c'est les mêmes personnes qui passent et qui tentent de passer. Et surtout que les personnes qu'ils ont comptabilisées sont passées quand même. C'est pour ça qu'il y a... Et quand on est dans ce bain-là, on voit en fait le manque de pragmatisme, et on voit qu'on a affaire à des idéologues. Et surtout, on dit, oui, Cédric Herrou, c'est un idéologue pro-migrationniste, etc. Moi, quand j'ai commencé ça, les premiers Érythréens que j'ai pris, je ne savais même pas où c'était l'Érythrée. Et je ne sais même pas pourquoi les personnes migraient. Je ne connaissais rien au CESEDA, au droit des étrangers. Je ne savais pas ce que c'était vraiment la demande d'asile. Oui, le concept, oui, mais je ne savais pas. Et je suis devenu militant parce qu'il a fallu que je me défende. Mais au départ, j'ai aidé des gens parce qu'il y avait besoin de les aider. Vous faisiez juste ce qui vous paraissait juste, quoi. Oui, et puis obligatoire. Je rappelle que la devise, c'est pas un slogan marketing. Notre devise, c'est un devoir. On a le devoir, en fait. C'est un ordre, en fait. La devise, c'est liberté, égalité, fraternité. La devise, c'est ça. C'est pas. Et l'État aussi a le devoir, en fait, d'appliquer notre devise et d'être fraternel, etc. Et fraternel, ce qui est fou, c'est que souvent,
parce que dans ce délit, on dit de solidarité, mais c'est un délit de fraternité. Et il y a un concept, en fait, qui dit qu'on se doit d'être fraternel. Ça, c'est la droite qui le dit, et l'extrême droite, et même certaines personnes de gauche, qui dit, mais ce qu'a fait Cédric Herrou, en fait, ça tient pas, en fait, dans notre devise, parce que la fraternité, c'est entre concitoyens. En fait, tout à l'heure, je parlais de race, etc. C'est que pour cette façon de dire les choses, c'est qu'en fait, on peut pas se sentir fraternel avec des personnes étrangères. Et il y a des personnes qui incarnent, en fait, ce discours-là. Et il y a un moment, c'est pas audible. Et ce qui est dingue, c'est que quand on est en procès pour ce fameux délit de solidarité, on peut stigmatiser militant pro-migrant, et tu te dis, mais quelle connerie, en fait, tu vois, et on comprend pas, en fait. C'est que t'es en procès et on te parle d'ESI, étrangers en situation irrégulière, et toi, t'as pas des ESI. Tu vois, t'as Moussa, t'as des gens, en fait, avec des prénoms, avec des histoires, et tu te dis, mais putain, mais je suis quand même en procès parce que je me suis arrêté la nuit, parce qu'il y a un gamin de 14 ans, ou une famille en bord de route dans les Alpes. Et tu fais, mais ça paraît complètement dingue. Et après, comment on arrive, en fait, à sortir de ça? Parce que je me retrouve en procès, je me retrouve en garde à vue. J'ai fait 11 gardes à vue, 5 perquisitions. Et perquisitions, moi, je suis pauvre je suis paysan depuis 15 ans, on gagne pas grand-chose, donc un téléphone portable, c'est beaucoup d'argent pour moi, quoi. On te prend les téléphones portables, on te prend ta caisse du marché, on te prend les ordinateurs, on te prend tout, en fait. Et on te les rend pas. Et tu te retrouves enfermé parce que tu as aidé des gens, etc. Et que tu es obligé, en fait, de devenir militant. Ou soit tu arrêtes, mais arrêter, tu perds, en fait, toute ta morale, toute ton histoire éducative. Parce que moi, ce que je défends... Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui faisaient ça avec vous et qui se sont démobilisées aussi avec le temps parce que les procès ont eu raison d'elles, en fait. Les gens ont peur. Parce que les gens ont peur et je comprends. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une vie un peu dite alternative. J'étais agriculteur à mon compte, ça a changé, hein, pas avec Emmaüs Roya. Mais je vivais tout seul, j'ai pas de crédit, j'ai pas de loyer, donc j'ai une possibilité aussi de mettre un peu en pause ma vie économique, ma vie professionnelle pour m'impliquer dans quelque chose. J'ai cette chance-là que les gens n'ont pas. Et j'ai pas d'enfants, voilà. Et je comprends qu'il y a des gens qui aient peur de troubler leur vie, parce qu'on est en procès, qu'on est en garde à vue, qu'on est médiatisé, sa vie est troublée. Bien sûr. Mais il faut s'imaginer aussi les gamins dans la baie de la Roya, les enfants d'amis qui deviennent anti-flics et qui comprennent plus pourquoi on cache des gens. Mais pourquoi le jeune Moussa, en fait, qui a 14 ans, on le met dans le coffre, il s'assoit pas avec nous assis dans la voiture. Tu dis, parce qu'en fait, normalement, il n'a pas trop le droit d'être là. Mais pourquoi Et le gamin, il comprend pas. Et tu dis, en fait, on le cache parce qu'il est noir. Et tu vois, et moi, de cacher les gens dans ma bagnole, il y a un moment où j'en ai eu vraiment assez. C'est pour ça que je suis devenu militant aussi. J'avais envie de faire un combat juridique pour que les personnes puissent accéder à leurs droits. Et c'est cacher quelqu'un dans la voiture, expliquer à un gamin que tu le caches parce qu'il est noir, et qu'un noir, en fait, dans la baie de la Roya et dans les Alpes-Maritimes, forcément, tu te fais arrêter. C'est choquant. C'est choquant parce que ce qu'on apprend à l'école, notre devise, ce qu'on nous apprend à l'école. Tu vois, je pense que le monde des adultes, là, il faudrait l'imaginer comme une cour d'école. Un petit Darmanin, là, qui enferme des gens parce que, dans le placard à balai, parce qu'ils sont noirs, arabes ou machin, on lui dirait, mon petit Gégé, tu vas te calmer, c'est pas bien de martyriser les noirs. Tu vois, il y a un moment où on a de l'indécence, en fait. Et on nous demande, en fait, d'être, un peu complice par le silence. En fait, ça a été une période assez violente et choquante. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de créer un peu des alternatives comme Emmaüs Roya pour se reposer un peu la tête et pour créer quelque chose de concret, quoi. Alors, avant d'y venir rapidement, juste pour résumer, donc vous avez accueilli plus de 2500 personnes en migration. Et dans le livre, vous l'avez évoqué rapidement, c'est le 2 poids, 2 mesures dans l'accueil réservé aux réfugiés. Puisqu'on a vu d'un côté les mesures répressives envers les migrants, les réfugiés venus principalement d'Afrique, du continent africain, et le fait que les réfugiés ukrainiens ont été plus de 100 000 à être accueillis en France. Et vous dites que vous étiez préparé au moment où il y a eu la guerre en Ukraine à accueillir et que vous vous êtes rendu compte que personne ne venait, parce qu'en fait l'État prenait tout en charge. Comment vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Au début, j'étais jaloux, quoi. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Et j'étais énervé et j'étais un peu mal à l'aise parce que, en fait, c'est génial ce qui s'est passé avec les Ukrainiens. Tu vois, je veux dire, qu'on puisse ouvrir les frontières et, il y a eu quand même un appel. Il y a eu un élan. Il y a un appel. Il y a des gens qui sont allés en Ukraine prendre, tu vois, des réfugiés, les emmener en France. En fait, c'est énorme. En fait, tu vois, ce qui s'est passé, quoi. Avec le soutien du gouvernement, de l'État, aucun Ukrainien dort à la rue. Tous les gamins sont scolarisés, les petits vont à la crèche, ils ont le droit de travailler, ce que ne peuvent pas faire les autres réfugiés, en tout cas demandeurs d'asile.
Et c'est vrai que quand j'entends cette guerre et tout, je suis putain, c'est pas loin de l'Europe, on va se prendre un flux dans la gueule dans la vallée de la Roya. C'est vrai que je pense un peu qu'à ma gueule un peu. Je me suis dit, j'avais pas trop envie de repartir, mais bon, on s'est dit, j'appelle les potes et tout, je suis bon, on y a droit. Il faut commencer à s'organiser, récupérer des couvertures, machin. Il faut être prêt, quoi. Et pas du tout, en fait. Et là, tu te dis. Et pendant mes procès, tu vois, je parlais en fait de ce racisme d'État et je demandais, mais si la migration venait du nord de l'Europe avec des petites blondes aux yeux bleus, etc., mais j'aurais pas eu de procès. Et donc, non, mais quand même, c'est qu'il faut pas dire ça. Comment ça, racisme d'État? Enfin, oui, en fait, oui. Et il y a un moment, il faut l'acter. Et ce qui s'est passé récemment avec justement la polémique la fausse polémique en quelque sorte qu'a subi Omar Sy, qui a vraiment eu les foudres de l'extrême droite, de la droite, même d'une part de la majorité, pour avoir simplement dit dans une interview au Parisien que l'Ukraine n'avait pas été une révélation dingue pour lui, que en fait, il sait qu'il y a toujours eu des enfants en guerre en Afrique et qu'en fait, il a simplement dit, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. C'est assez hallucinant quand même de se dire qu'un acteur en plus qui est l'un des plus populaires en France puisse avoir une telle violence contre lui simplement parce qu'il énonce une vérité en fait. Surtout que c'est pas une polémique. Enfin, surtout oui, ça a été revendiqué. Ça a été appelé la polémique. Oui, mais parce que ça a été revendiqué par le gouvernement de dire l'Ukraine, c'est des gens proches de nous, de notre culture, donc c'est normal qu'on se soucie plus d'eux. La droite, l'extrême droite, on dit non, c'est un peuple qui est plus proche de nous, etc. C'est pour ça que je parle de racisme et tout. Et je crois qu'il faut se réinterroger en fait sur la notion de race en fait. Et en fait, mais ce qui a fait polémique, c'est pas ce que Omar Sy a dit, c'est qui a dit ça. Et bien sûr, et c'est ce qu'il dit dans ses réponses. En fait, si tu veux, il y a un système qui est en place. À chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on vient aller me chercher des polémiques, des trucs, sur ce que j'ai dit pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra. Et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. C'est juste une manière, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce que je dis. Le problème, je le vois bien, c'est ce que je suis et ce que je suis en train de devenir à chaque fois que je sors de là. Ce qui est clair, c'est pas ce que je dis qu'on attaque, Yann. C'est moi. Et c'est pas un problème. Trop tard, les gars. Ce que les gens disent, c'est le noir, tu nous fais rire, reste à ta place, en fait. C'est que le noir, qu'il soit français ou pas français, on revient sur la question de race aussi, qu'il soit français ou pas français, il a un rôle. L'arabe, on l'aime bien quand il joue bien au foot, mais fait pas de politique. Joue au foot, machin, mais fait pas chier. Et le truc, c'est qu'on met les gens dans des cases, et en fait, il n'y a pas cette notion de liberté. Il n'y a pas de notion aussi, peut-être aussi de fraternité, en fait. Je crois que c'est pour ça que notre devise, elle est pas si con, quoi. Elle est assez bien construite, elle est assez intelligente, je trouve, et elle porte des valeurs assez fortes, je trouve, avec liberté, égalité, fraternité, en fait. Et c'est par la fraternité qu'on devient libre et égaux, et par l'égalité aussi qu'on devient libre et fraternel. Et Omar Sy, en fait, la polémique, c'est juste la polémique, c'est que c'est un noir, en fait, qui prend la parole et qui s'engage sur un point de vue politique. Mais j'ai envie de dire, mais il a le devoir de le faire. Tout le monde dit, c'est courageux, etc. Mais le mec, il a le devoir de le faire. Et je comprends même pas pourquoi il l'a pas fait avant et pourquoi il a pas ouvert sa gueule maintenant. Si des gens comme, ça a été quand même la personnalité préférée des Français pendant quelques temps, il a le devoir, en fait, d'ouvrir les yeux, en fait, de ce qui se passe, parce que c'est pas, ça ne devient pas... Ouais, en même temps, quand on voit ce qui se passe, quand on est une personnalité comme ça et qu'on dit les choses, on peut aussi être tenté de se dire, la prochaine fois, je le ferai pas si c'est pour me prendre un tel flot de haine, quoi. Oui, mais le flot de haine, il a le luxe de pouvoir le prendre dans la gueule. Le mec, il est millionnaire, ça va aller, quoi. Et ce flot de haine, en fait, il y a plein de gens qui se le prennent dans la gueule. Et des gens qui dorment à la rue, qui deviennent complètement tarés par la rue, qui tombent dans le crack. Hier, j'ai vu un jeune se shooter devant moi, en fait, fumer du crack devant moi, et j'ai vu la violence, en fait. Et j'avais jamais vu, en fait, je connaissais une drogue que je connais pas du tout. Je connaissais pas. Moi, je pensais que ça apaisait, mais en fait, pas du tout. Je suis complètement ignorant là-dedans. Et le gars, et je le regarde faire, dans le métro, quoi. Et il s'est levé, il a dit, premier noir que je vois, je le tue. Il est rentré dans le tram comme ça, j'ai dit, oh, pop, 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 pop. Et là, c'est une violence. Et tu dis, il pourrait rentrer dans une gare avec un couteau et poignarder les gens, il pourrait... Et on laisse faire ça. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on laisse des gens dormir à la rue. Après, c'est même pas une question d'être pro ou anti-migrant ou pauvre ou quoi que ce soit. C'est une gestion pragmatique. C'est que ça pourrait être une richesse. On pourrait même
Quitte, on réfléchit avec des notions de droite, etc., capitaliste, etc., ce qu'on veut, quoi. Mais sans point de vue économique, ça coûte beaucoup plus cher de laisser les gens à la rue que de les mettre à l'abri. Et je comprends pas comment ça se fait qu'à Paris, une des villes les plus riches au monde, on ait des gens qui soient délaissés à ce point-là. Et c'est pour ça que je reviens sur ce niveau de race et qu'il y a une impossibilité d'empathie parce qu'on n'arrive plus à considérer ça. Et les gens sont devenus une espèce de mobilier urbain qui ne sert à rien, en fait, une espèce de concept, en fait, qui est là. Et on fait en plus des mobiliers anti-SDF. Donc moi, je suis super inquiet de ce qui se passe. Alors justement, pour essayer de parler de choses un petit peu plus positives, ou en tout cas du moins d'alternatives, dès le début de votre essai, donc vous expliquez un peu ce qu'est Emmaüs Roya et vous écrivez « Nous vivons dans une vallée oubliée, mi-française, mi-italienne, une vallée à l'entre-deux, à l'entre-droit, et devoir où la compassion devient répressible, où le droit s'oppose à une morale, où la morale s'impose au pouvoir, mais où nous avons créé une utopie capable de résister. » Est-ce que vous considérez justement avec Emmaüs Roya d'avoir fait preuve d'une sorte de modèle pour montrer qu'en fait il est possible d'accueillir autrement? Et du coup, quels sont les ingrédients pour vous, selon ça, pour justement accueillir autrement et créer une communauté qui est capable de vivre ensemble? Parce que c'est aussi tout l'enjeu de cette utopie ou d'autres utopies réelles qui peuvent exister dans le monde, quoi. On a réussi, ça a été long. On prenait une équipe, on a créé ça, Marion et moi, ce projet-là. Mais Marion Gachet qui est co-responsable avec vous, oui. Et après, on avait le devoir de le faire aussi. Moi, j'étais agriculteur avec des gens qui étaient chez moi, qui commençaient à devenir dépressifs parce que sans activité, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, etc. Parce qu'il y a une suite à imaginer après l'accueil. En fait. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est pas un toit, ça ne suffit pas. Quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on a inventé Emmaüs Roya. Je laisse mes terres, je me dépossède un peu. C'était un peu compliqué au départ parce que c'était un peu mon bébé, quoi, mon morceau de terrain là. Mais du coup, je regrette pas du tout parce que ça a bien marché. Et oui, moi, je crois que c'est exemplaire. Mais après, c'est long. Je dis pas que c'est facile, en fait, de refaire communauté, de refaire société. C'est qu'il y a des valeurs qu'on défend et qui sont compliquées. La notion de genre, par exemple, l'égalité dans les genres, enfin, dans tout ce qui est accès au travail, etc. J'en parle dans ce livre-là, en fait, où il y a des jeunes femmes qui se découvrent, qui n'avaient jamais travaillé, qui avaient été toujours femmes au foyer, qui se découvrent manuel, etc. Et il y a une fille qui est à la maison et qui est super forte en carrelage, en maçonnerie, et qui se découvre. Et ce qui est génial dans ce qu'on fait, c'est que les gens se découvrent et sont porteurs d'un projet et sont complètement... on parle d'inclusion ou machin, mais c'est ça en fait, c'est que les gens sont porteurs du projet, quoi. Et ça fait trop plaisir, quoi. Je suis super content de ce qui se passe, ouais. Et vous expliquez qu'ils retrouvent une estime d'eux-mêmes aussi parce qu'ils recommencent à travailler, ils apprennent des choses et ils retrouvent une vie à eux, quoi. Ouais, parce que l'activité, être sans activité, c'est dur, c'est un point de vue de l'estime de soi et en fait, la fierté de soi, elle vient avec un accomplissement de choses qu'on peut créer, en fait. Et grâce à l'activité agricole, c'est long à mettre en place parce on a des gens à la maison, comme je pense par exemple à Bassékou qui a fait 4 ans et c'est beaucoup 4 ans dormir à la rue à Paris en tant qu'étranger sans trop maîtriser la langue. Et là, maintenant, il est responsable des poules pondeuses. On a 3 poulaillers, on a 1 millier de poules pondeuses et c'est lui qui met en boîte, etc., qui prépare les livraisons pour les magasins. Et là, il reprend vie, en fait. Et parce qu'il arrive à avoir une fierté de lui-même, une fierté du travail et de l'activité faite. C'est qu'en fait, quand on est dans la précarité, en fait, quand les gens sont dans la précarité, c'est que la notion du bien-être, c'est quelque chose, en fait, qui est un peu futuriste, en fait. C'est qu'on sera bien, mais plus tard. Et le futur, en fait, c'est toujours... il avance devant nous et c'est le principe du futur. Et la notion de bien-être, en fait, n'est jamais dans le présent, en fait. Et cette notion un peu carpe diem, profiter du jour présent, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles, c'est profiter de l'activité que tu es en train de faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion aussi de rentabilité au niveau des compagnons. C'est ce qu'on veut, nous, c'est juste, les gens arrivent à l'heure, voilà, et qu'il y a un respect du travail fait, et une fierté du travail. Et moi, ce que je leur dis aux gars, et aux filles aussi, c'est dit, quand vous faites quelque chose, la maçonnerie, ou planter les oignons, ou ramasser les tomates, ou n'importe quoi, moi, je veux que vous posiez 2 minutes et vous regardez le travail que vous avez fait, et on en parle, quoi. Et de prendre la fierté, en fait, et de ressortir, en fait, de ce monde du travail, moi, qui m'a dégoûté dans mon monde salariat, de reprendre, en fait, de l'amour, en fait, de l'activité. Et quand on donne de l'amour à ce qu'on fait,
ça revient en fait. Et on reprend de la fierté en soi. Et c'est comme ça qu'on construit une société. C'est pas avec des gens qu'on exclut, qu'on méprise ou qu'on n'écoute pas. En fait, c'est de l'inclusion. Faire société, c'est ça. C'est inclure les gens dans une dynamique, et ça se fait avec de la pédagogie. Ça se fait avec des petites réunions. On fait des petites réunions toutes les semaines d'une demi-heure où on en est au niveau du travail, comment on organise le planning, faire le planning ensemble. Mais ça, je dis pas que c'est facile. C'est un travail qui s'est fait au fur et à mesure des années. Et là, on a réussi à avoir quelque chose qui tient bien la route. Ouais. Et vous dites que donc il y a un certain nombre de règles comme pas de racisme, pas de sexisme, pas de violence, pour organiser le vivre ensemble et qu'elles évoluent en permanence. Et vous rappelez que les communautés Emmaüs, en fait, elles existent depuis plus de 70 ans et elles accueillent de façon inconditionnelle plus de 80% de sans-papiers. Il y en a 122 en France. Est-ce que vous pensez que justement ce modèle d'une communauté Emmaüs agricole, qui est un peu différent, il peut être réplicable justement et potentiellement proposer un autre modèle parmi d'autres d'accueil de migrants ou de personnes en situation de précarité? En fait, ça existe déjà. On dit que c'est la première communauté Emmaüs paysanne, mais c'est en fait un peu faux. C'est qu'il y en a en Afrique. Il y en a, parce qu'en fait, Emmaüs... je voulais dire en France. Hein. Ouais, voilà, oui. Ouais. Mais il y a une fédération française, il y a un collectif qui est plutôt européen, et après, il y a Emmaüs International qui est au niveau mondial. Et des communautés Emmaüs, il y en a partout dans le monde. Et en Inde, il y a des gens qui font de l'agriculture, et je crois que c'est au Togo aussi, en Afrique, et qui font aussi de l'agriculture. Et c'est vrai que ça fait 70 ans que ça existe, ça fait 70 ans en fait que les communautés accueillent de façon inconditionnelle, et c'est la seule structure en fait qui existe, en tout cas en France, qui accueille des personnes sur du moyen et du long terme et qui sont sans papier. En fait, les sans-papiers actuellement... Oui, il n'y a que des structures d'urgence, en fait. Il n'y a que des structures d'urgence, et encore. Et il n'y a pas de possibilité, en fait, d'activité, en fait, de lien, en fait, d'intégration dans un système associatif avec du logement, etc., quoi. Et donc, au regard de votre expérience, pour vous, quelles seraient... Alors, je sais que la question est vaste, mais quelles seraient les solutions à ce que les médias appellent aujourd'hui la crise migratoire en France? C'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes un peu évidentes pour vous qui devraient déjà être franchies aujourd'hui? Vous parlez notamment du fait que c'est absolument pas normal que l'immigration soit traitée par le ministère de l'Intérieur, des choses comme ça. Déjà, j'ai l'impression, quand on écoute les médias, que pour même les politiques, c'est que la migration, c'est quelque chose de nouveau, quoi. C'est un truc qui vient d'arriver. Là, il y a une crise, un peu comme une crise de foie quand tu as mangé trop de chocolat, tu sais. Mais non, la migration, ça existe depuis que l'humanité existe, en fait. S'il n'y a pas eu de migration, je prends souvent comme exemple la ratatouille, quoi. Les Niçois, très à droite, voire très à l'extrême droite, adorent la soca et la ratatouille. La ratatouille, c'est un truc local, machin, la soca aussi. Mais dis-moi un peu dans tes légumes de la ratatouille, qu'est-ce qui vient de France? Mais rien, en fait. Et tout vient de l'importation. Et à un moment de la civilisation, c'est ça aussi, en fait. C'est de s'ouvrir, en fait, à l'étranger, à l'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a des choses à prendre, quoi. Et là, maintenant, c'est devenu un concept moderne, la migration, mais c'est complètement faux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la question de la solidarité. En fait, la migration, c'est ça, en fait. C'est d'accueillir des nouvelles personnes et d'être solidaire avec ces personnes-là. Mais notre civilisation, elle s'est construite grâce à la solidarité. Et c'est vrai que là, on n'en serait plus capable maintenant. Mais quand on pense solidarité, on pense retraite, on pense hôpital, les hôpitaux. C'est des gens qui travaillent, qui ne sont pas malades et qui vont payer par des gens qui ne travaillent pas. Imaginez si ça n'existait pas, ça. Alors d'aujourd'hui, ça n'existait pas. Si on devait inventer la retraite de A à Z et de dire, on va demander à des gens qui travaillent de cotiser pour des gens qui ne travaillent pas. Et les gens disent, mais c'est pas possible, etc. Ce serait un concept. Mais c'est pour ça que notre civilisation s'est construite sur la solidarité. Et revenir à ces fondamentaux-là. Quand je vois les républicains présidés par Ciotti et qui se prétendent républicains en plus, et que tout ce qu'il dit, en fait, il n'y a rien de républicain. Parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, il faudrait changer la Constitution, en fait, pour pouvoir le faire. Et c'est des gens, en fait, qui sectarisent, en fait, la population française et les gens qui vivent en France. Et qui mettent tout le monde dans des camps différents, quoi. Et vraiment, la solidarité, c'est ça. Mais si vous étiez ministre, par exemple, demain, si vous étiez à la place de Gérald Darmanin, vous feriez quoi? De la merde comme lui, parce qu'en fait, je suis pas plus fort que les autres, en fait. Ouais. Personne n'est plus fort que les autres, mais il y a un problème systémique. Et c'est pas, on peut remettre qui on veut à la même place, on reproduira la même merde. Et il y a un moment, c'est le système entier qu'il faut changer, quoi. Il faut vraiment une révolution, mais c'est pas forcément violent, une révolution. Hein. Ça peut être
Ça peut être violent aussi, mais en tout cas, il faut changer la structure. Mais après, quoi faire? Déjà, il faut qu'il y ait un ministère, je pense, approprié à la migration et à l'immigration. C'est que le ministère de l'Intérieur, en fait, il a un prisme, lui, sécuritaire, pouvoir autoritaire, et tout, il voit tout comme objet de trouble à l'ordre public. Pour lui, c'est ça. Et c'est sûr que si on met la migration en gestion par le ministère de l'Intérieur, lui, il va avoir un rapport de force avec la migration. Il faut créer du lien entre les associatifs qui sont sur le terrain, parce qu'elles savent de quoi ils parlent, peut-être avoir plus de concertation aussi avec les personnes en migration elles-mêmes, et avoir aussi une cohésion, je pense, au niveau européen, pour qu'il y ait quand même... on peut le faire. Oui. On arrive à le faire, qu'il y ait une cohésion européenne sur l'accueil. Ça a été fait sur l'Ukraine. Ça a été fait sur l'Ukraine, on y arrive. Mais c'est ça qui a été un peu écœurant avec l'Ukraine, c'est que la France voulait que ça se passe bien, et à tout prix que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. Et qu'on veut, on peut. Et que donc il peut y avoir aussi un leadership diplomatique français sur ces questions, en fait, quand il y a une volonté, quoi. Ouais, complètement. Ouais, oui, et puis la France, c'est quand même un pays puissant, quoi, et qui est écouté. Dans l'entretien qu'on avait fait chez vous en juin 2021, avec Blast, vous disiez que vous vous conceviez comme un contre-pouvoir. Comment est-ce que vous voyez ce rôle aujourd'hui? Est-ce que vous voyez toujours de la même manière qu'en 2016 ou est-ce que vous le voyez différemment? Mais on est tous contre-pouvoir, je pense. Une démocratie, je pense que c'est ça, c'est un pouvoir et des contre-pouvoirs. Et normalement, en démocratie, c'est le pouvoir doit respecter le contre-pouvoir. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. On le voit par exemple avec les gilets jaunes ou avec ce qu'on a fait nous dans la Roya. En fait, il y a eu un rapport de force alors qu'il y avait besoin de discussion et de compréhension. C'est dans la veille de la Roya en 2016. Moi, j'arrêtais pas de demander au président du conseil départemental de venir voir chez moi les gamins qui comprennent ce qui se passe. À l'État, par le biais du préfet, de venir voir chez moi. Ils sont jamais venus. Et la seule réponse, ça a été des gardes à vue, ça a été de la violence. Et le contre-pouvoir, on a le rôle, en fait, en tant que citoyen, en fait, d'être dans le contre-pouvoir. Mais est-ce qu'après, la démocratie est encore adaptée à notre société? C'est peut-être même pas sûr. C'est qu'il y a un moment, les gens ne vont plus voter, déjà. Après, je veux bien, c'est peut-être un choix aussi démocratique de ne plus aller voter, mais c'est que les gens savent même plus ce que c'est les élections législatives, qui gère les transports, qui gère l'hébergement. On n'est plus apte à vivre en démocratie, j'ai l'impression. C'est que les gens ne s'intéressent même plus. On est un peu comme des gamins, comme des enfants, sans mépris pour les gamins, c'est même pas ça. Mais on vit un peu... j'allais dire materné, mais c'est plutôt patriarcal, donc ça marche pas. Mais non, mais on a le devoir de s'impliquer. C'est que le chez-soi, c'est pas que le balcon, le salon, c'est l'espace public, tu vois. Et c'est important de se sentir chez soi, sur la place du village, et se dire, là, quand ça va pas, c'est chez moi aussi. De se sentir concerné quand on voit dans sa rue, en bas de chez soi, qu'il y a quelqu'un qui dort à la rue, et de se dire, non, en fait, tu vois. Et on a ce côté, en fait, individualiste, où, comme je disais tout à l'heure, en fait, où on est sorti de la solidarité, en fait, de l'esprit de corps, en fait, de l'esprit de société. Et on est dans une société complètement individualiste, mais on n'arrivera nulle part comme ça, parce que notre civilisation s'est créée grâce à la solidarité. Et le contre-pouvoir, je pense que c'est ça, c'est qu'on a un pouvoir, en fait, qui éceule les gens par la stigmatisation, etc. Et on a le devoir de faire vivre une politique plus humaine. Et notamment en plus face à l'urgence écologique, c'est-à-dire que on voit que le meilleur moyen de faire face aux crises qui vont venir et qui vont être de plus en plus importantes, c'est aussi l'entraide. Et vous l'avez vécu en plus dans la vallée de la Roya avec la tempête Alex, où vous avez eu aussi beaucoup d'entraide et de liens qui se sont créés pour justement faire face aux conséquences de cette tempête qui a dévasté la vallée, quoi. Mais c'est pendant les crises qu'on voit le meilleur ou le pire des gens. Donc, Non, et justement, par rapport à ces questions d'urgence écologique, vous avez soutenu récemment dans une tribune les membres de Dernière Rénovation qui étaient en procès pour bloquer des routes pour demander une rénovation thermique globale des bâtiments. On voit que ces actions de désobéissance civile qui prennent une toute autre forme que celle que vous avez pratiquée et que vous pratiquez se multiplient de plus en plus sur les questions écologiques. Comment est-ce que vous voyez tout ça ? Parce que vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait une révolution, potentiellement une révolution douce. Est-ce que vous voyez ça comme les prémices d'un changement ? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je soutiens
je suis assez négatif dans moi, la vision du futur. Je suis pas très positif. Mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Et quand il y a des jeunes ou des moins jeunes qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, j'ai pas de jugement à avoir. Et puis je soutiens, en fait, forcément. C'est-à-dire, c'est facile de critiquer, en fait, des jeunes qui se lèvent et qui font des choses, et de critiquer qu'on a assis dans son fauteuil devant la télévision toute la journée. C'est beaucoup trop simple. Il y a un moment, il y a urgence à agir. Il y a des jeunes qui agissent un peu comme ils peuvent, c'est bloquer des routes, c'est se coller des mains sur des vitrines ou je ne sais quoi. Et moi, ces trucs, je ne ferai pas. C'est pas mon type d'action, mais je les soutiens, bien évidemment, parce qu'il y a une nécessité de réagir, de réaction, quoi. Alors justement, à travers votre histoire, vous avez montré qu'un simple citoyen peut entraîner d'autres dans son sillon et changer le cours des choses, changer aussi le cours du droit, puisque vous avez obtenu que le Conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité. Qu'est-ce que des personnes qui nous écouteraient, qui seraient, on va dire, d'accord avec ce que vous dites, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire? Parce que c'est une question qui est encore un peu différente de celle de l'urgence écologique. On ne sait pas vraiment par où commencer, ou, comme vous le disiez, on peut avoir peur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il serait essentiel s'il y avait une mobilisation massive de citoyens sur, justement, l'accueil des réfugiés, l'accueil des exilés? Par quoi ça devrait commencer? Est-ce que c'est soutenir Emmaüs Roya? Est-ce que c'est... Oui, déjà, il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça. Non, mais après, c'est vrai qu'Emmaüs Roya, ça a été, entre guillemets, facile de le monter parce qu'on avait des soutiens, des gens qui nous aident financièrement, grâce à la médiatisation aussi, grâce à mes procès. Et on a cette chance-là. Et souvent, il y a des gens qui n'ont pas cette chance de faire des appels à dons qui fonctionnent. C'est de rejoindre des associations qui existent déjà. Et c'est vrai que de conforter, parce que nous, on manque tout cruellement de bénévoles sur du long terme. On souffre de ça et on souffre parce que beaucoup de gens disent qu'est-ce qu'on peut faire. Là, les assos souffrent cruellement, en fait, de bénévoles parce qu'il y en a pas assez. Et ça implique un peu comme on peut. Mais ce qu'il faut, c'est souvent, j'entends des jeunes énervés qui me parlent de révolution ou je sais pas, mais on propose quoi à la place, quoi. Et il y a un moment, on va tout casser, ok, mais on fait quoi? Et ce qu'il faut, c'est préparer et faire vivre, en fait, des concepts sur lesquels on le défend. C'est ça en fait, Emmaüs Roya, c'est une espèce d'innovation, en fait, de l'idéal politique que nous avons, nous, au sein d'Emmaüs Roya, et de voir comment ça fonctionne. Après, c'est compliqué, en fait, d'appliquer, en fait, ces idées politiques de façon concrète, en fait, mais vraiment concrète. Et il faut essayer, parce que d'une part, c'est amusant, et c'est passionnant, mais vraiment. Et d'autre part, moi, si j'avais pas Emmaüs Roya, si j'avais pas assez Déméter, si je n'étais pas dépossédé, si j'avais continué à vivre seul, je serais devenu fou, en fait. Parce que vivre dans ce monde en gardant un état psychique un peu correct, c'est de l'ordre de l'impossible. En tout cas, pour moi, je suis beaucoup trop fragile pour ça. Et moi, j'ai besoin de tous les jours d'avoir un truc qui me rassure, et un quotidien. Et créer un quotidien, en fait, qui ressemble à nos valeurs. Et c'est pour ça que la lutte, c'est pas que frontale ou brutale, c'est pas que du rapport de force. Ça en est du rapport de force, mais pas que. Il faut savoir aussi créer des choses qui nous fassent plaisir, parce que sans plaisir, on ne peut pas être heureux. Et c'est pour ça que je vois en France toutes les associations. Beaucoup de militants qui sont aux limites du burn-out parce que ce qu'ils font, c'est difficile, parce qu'ils travaillent gratuitement en dehors de leur activité professionnelle, etc. Et c'est des gens qui n'arrivent pas assez à recréer un monde, en fait, où il y a la notion de plaisir. Et nous, c'est ce qu'on apprend avec moi, je ne vaux pas mieux que les compagnons d'Emmaüs Roya. Je veux dire, je suis un précaire comme eux. Je pense qu'on est tous dans la précarité. Et il y a il y a du mal-être généralisé en France et ça touche tous les statuts sociaux. Et avec les compagnons d'Emmaüs Roya, ce qu'on fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a une activité, on se pose, on regarde ce qu'on a fait et on contemple ce qu'on a fait, on essaie de prendre du plaisir de ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas la notion de plaisir qu'on rejette, en fait, sur ce qu'on fait. On ne peut pas avoir l'éclat, en fait, de cette notion de plaisir. En fait, le but dans la vie, je pense que c'est d'être heureux. Et on est heureux et ça se travaille, ça ne vient pas tout seul. Et surtout pas en achetant des bagnoles ou des trucs dans notre société de consommation. C'est comment, en fait, on refait, en fait, société, comment, voilà, on vit ensemble parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul avec des gens malheureux autour. Et comment
reconstruit en fait une dynamique de groupe qui fonctionne. Mais surtout, voilà, se protéger, quoi. Se protéger. S'il y a un message pour les militants, en tout cas, c'est protégez-vous, parce que c'est pas en étant malheureux qu'on arrivera à faire une révolte joyeuse, quoi. Le but de la vie, je pense, c'est d'être heureux, quoi. Et en plus, finalement, justement, vous êtes parvenu à être libre et heureux, comme vous le disiez au début que vous étiez installé dans la Roya pour ça. J'ai l'impression que... Ouais, ça va plutôt bien. Bon, après, comme tout le monde, hein, les coups de bad et bien tout. Sûr. Là, en ce moment, je suis dans Paris. Je suis pas très bien, mais ouais, il faut créer des prétextes à être heureux. Ouais. On y arrive plutôt bien à Breil. Ouais. Merci beaucoup, Cédric Herbault, d'être venu sur Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a intéressé et que vous m'avez quand même entendu avec ma voix éraillée. Comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens pour creuser le sujet, mais aussi pour vous engager en description de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux pour qu'elle touche un maximum de personnes et provoque des discussions. Je le rappelle, Blast est un média indépendant qui n'existe que grâce aux dons et aux abonnements. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour nous faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. Je compte sur vous. À très vite sur Blast.